Bonjour, je m'appelle Anouban Kate. Vous êtes sur le plateau des Forums français. Aujourd'hui, avec moi, il y a Émilie Anand, que vous connaissez déjà parce que au mois de janvier, c'est avec elle que j'ai commencé les entretiens pour interroger les Français et les Indiens sur leurs expériences socioculturelles. Mais j'ai demandé à Émilie, elle a eu la gentillesse d'accepter mon invitation. C'est de lui faire venir pour qu'on puisse parler de son nouveau livre, S'aimer en Inde. Oui, bienvenue. Euh, Merci à nous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, à toutes. Et merci de ton intérêt pour mon livre. J'ai hâte de répondre à tes questions. avec un grand plaisir. Et tu verras, j'en ai plein. Vas-y. Plein de questions, oui. Donc, je disais que j'ai aimé apprécier ce livre aussi parce que on a à peu près le même parcours, mais dans le sens opposé. On a le même âge. C'est rigolo que c'est en 2006. Toi, tu es allé en Inde et moi, je suis venu en France pour faire des études. Et depuis, moi, je suis rentré en Inde et je suis revenu en France. Mais toi, tu n'as pas quitté l'Inde. Donc, ça fait à peu près 18 ans ou plus que tu vis en Inde. Et il y a beaucoup de choses qui m'avaient échappé, même moi qui a vécu mon adolescence en Inde. Et la discussion sur la sexualité était quasi absente. Euh, Comme tu as écrit d'ailleurs, que tes parents ont jamais parlé de la sexualité à toi, c'est ce qui m'a un petit peu étonné, mais c'est exactement le cas même pour moi. Et en plus, je ne suis pas le seul à vivre cette situation. Malheureusement, en Inde, il y a beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui vivent encore ça. Et j'ai pu avoir des aperçus, des réponses à certaines questions, beaucoup de réflexions. Je ne dirais pas que je les prends pour la vérité dernière, mais je suis conscient qu'il y a beaucoup de tes réflexions personnelles tirées par tes expériences. Mais au-delà de ça, il y a aussi, je vois que tu es rentré vraiment en détail de ce sujet. Et on verra plus tard que c'est pas uniquement la sexualité que tu t'interroges. Tu vas beaucoup plus loin, tu creuses et il y a beaucoup de références venant de la mythologie, les textes religieux, l'emprise et l'influence de la religion hindoue sous la société indienne. Et puis tu t'intéresses aussi à euh, l'enfance en Inde. D'ailleurs, si je cite les gros chapitres que tu as touchés dans ce livre, donc tu commences avec, bien sûr, avec ton premier amour indien, la rupture que tu as vécue ensuite, et quelque part, c'était l'inspiration peut-être aussi de ce livre, tu nous diras. Il y a ensuite, tu parles de hiérarchie indienne, le système des castes, la famille, puis on touche le mariage arrangé, mariage d'amour. Et puis, enfance indienne, la mère déesse, fœtus réincarné. Et c'est très rigolo, tu appelles les fils, les garçons comme des fils rois. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Il y a aussi ensuite le désir de plaisir et d'abstinence dans la psyché indienne. Tu parles ensuite de la sexualité indienne et à la fin, tu fais une conclusion, Kama à l'assaut du mariage. Voilà, on a C'est ça. plusieurs choses. Euh, donc, j'ai choisi quelques thèmes, quelques petits passages aussi de temps en temps, ou surtout peut-être de citer. Cela nous aidera pour la discussion. Et aussi parce que je pense que ça donnera envie aux lecteurs, aux nos auditeurs, de venir lire ce livre. Et dernièrement, j'ai aussi repérer quelques anecdotes rigolotes parce que souvent tu as fait des comparaisons entre la France et l'Inde, les Indiens et les Français. Et j'apprécie ça parce que c'est vraiment un regard francophone ou d'une française, ce qui change des écritures sur ce sujet qui existent venant
des écrivains anglophones. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Donc on parlera de ça. Et juste pour finir, je dis que il y a beaucoup de livres que tu as cités, plus de 75 livres. Il y a plus de 45 films indiens que tu as cités. Pour quelqu'un comme moi qui s'est éloigné de l'Inde, c'est vraiment une mine que j'apprécierais. Et puis, il y a beaucoup de photos qui sont tirées de tes voyages et je les aime beaucoup. Voilà. Donc, merci et désolé d'être si long, mais euh, voilà, je pense que c'était nécessaire. Alors, je commence avec le premier sujet, c'est que, euh, voilà, en commençant par le rôle des Anglais envers la sexualité en Inde. Il y a une ouverture d'esprit, tu dis il y avait une ouverture d'esprit naturelle envers la sexualité chez les Indiens, mais c'est l'influence anglaise qui a beaucoup changé ce comportement et on va la preuve de ces changements jusqu'à aujourd'hui. Et tu cites aussi que le sexe plaisir renié au profit du sexe reproduction, de l'abstinence, ça c'est quand même encore présent. Donc, est-ce que tu as des mots à dire à cette influence des Anglais ou presque une ingérence, je dirais? Tout à fait. Alors, on connaît de l'Inde le Kama Sutra, parfois les temples hindous ornés de statues érotiques. Et tout d'un coup, tout ça disparaît et on a enfin, pas tout d'un coup, d'ailleurs, ça s'est fait certainement très progressivement. Euh, Tout ça disparaît et on a, avec les Anglais, des textes de loi qui encadrent la sexualité. Euh, D'après ce que j'ai lu, quand les Anglais sont arrivés, ils ont été assez choqués de certaines pratiques yogiques, certainement tantriques, les femmes qui brûlaient sur le bûcher. euh, et puis, il ne faut pas oublier qu'on était au moment de l'ère victorienne, où le sexe était bien sûr très présent, mais très orienté reproduction, en tout cas dans le discours, dans ce qu'on disait. Et donc, je pense que les Anglais, quand ils sont arrivés, pour moi, là où ils ont eu le plus d'influence, alors qu'ils étaient finalement pas si nombreux que ça en Inde, mais c'est dans les lois qu'ils ont édictées et qui encadraient la sexualité. Par exemple, la section 377 du Code pénal qui a finalement été abrogée il n'y a pas si longtemps, qui soi-disant interdisait l'homosexualité, en fait, interdisait toute reproduction contre nature. Et à l'époque, il n'y a pas d'explication de ce que ça veut dire, mais dans le contexte victorien, c'était tout ce qui n'est pas un pénis dans un vagin en vue de la reproduction. Donc je pense que les choses bougent toujours en Inde. Je pense que les Moghols ont eu certainement aussi une influence, en tout cas dans les parties nord de l'Inde. Euh, et pour ton point sur l'abstinence, en fait, je me suis rendu compte qu'en Occident, on a comment tu dis, c'est binaire, en fait, la sexualité, c'est un petit peu homosexuel ou hétérosexuel, enfin, avec d'autres variantes maintenant. Enfin, euh, et alors qu'en Inde, c'est la sexualité active versus l'abstinence. Et ça fait très longtemps. Alors, il y a pardon, les, les Indiens n'ont pas attendu les Anglais pour penser que le sexe devait être productif, hein. L'Ayurveda lui-même pense qu'il faut contrôler la sexualité, il faut la réserver au moment où la reproduction est possible et postule que l'acte sexuel est une vraie perte d'énergie via le sperme et que donc il ne faut surtout pas gâcher ce sperme. Euh, et donc il y a les yogis qui sont abstinents, il y a toujours une espèce de, je ne sais pas si on pourrait dire une fascination, mais souvent un intérêt en tout cas pour l'abstinence, comme on ne l'a pas vraiment en Europe. Et donc ça, je pense que c'est intrinsèque à la culture indienne, enfin hindoue. Enfin, je veux dire que c'est là depuis très longtemps, quoi. Oui, non mais tu as complètement raison parce que dans le livre, tu parles souvent de cette contradiction qui existe entre la virilité sexuelle masculine et l'abstinence, le célibat.
Et d'ailleurs, Gandhi est aussi un exemple, un grand exemple de ça dont tu parles dans le livre. Mais justement, je citerai ce passage où tu dis, avec les personnalités de Shiva, Bhishma, Rama et Krishna, des dieux indiens, la sexualité est au cœur d'un souci contradictoire entre, d'une part, une virilité sexuelle masculine exacerbée et d'autre part, un plaidoyer en faveur du célibat et de la maîtrise de soi comme un moyen de promouvoir un idéal de puissance. L'homme hindou serait donc inconsciemment tiraillé. Lequel de ces modèles légendaires doit-il suivre? Oui, Euh, ou en suivre un, puis un autre après. Euh, c'est très typique avec Shiva, par exemple, qui est à mhm, la fois le Mahayogi, le grand yogi, abstinent, et à la fois le père de famille avec une sexualité très active. Et suivant l'ère du temps, j'ai envie de te dire, ou suivant les croyances personnelles de chacun, euh, un des aspects de Shiva est privilégié. Et Shiva est souvent représenté sous la forme du lingam. Donc le lingam, c'est une représentation phallique de Shiva. Et quand je dis ça à des Indiens, il y en a beaucoup qui l'ont jamais vu comme ça. Il y en a qui sont outrés que j'ose dire un truc pareil. Alors que quand on regarde les très anciennes statues, c'est très évident. C'est pas et c'est rien de, c'est absolument pas dénigrer Shiva. C'était un symbole de la fertilité. C'est tout à fait, ça n'a rien de c'est pas du tout du dénigrement. Mais il incarne ces deux personnalités et on peut dire la même chose de Krishna, qui est soit qui est dans bien des textes mhm. un vrai coquin, mais à la fois célébré pour son amour platonique avec Radha. Et donc, suivant les mouvances, en fait, on peut lire ce qu'on veut dans la mythologie et en retenir ce qu'on veut. Oui, et c'est rigolo parce que je me souviens, c'était un Français qui m'avait fait réaliser que le linga de Shiva, c'était vraiment le sexe ou une sorte de représentation. Et jusqu'à Mm. là, je ne l'avais pas réalisé. Non. Bon, évidemment, c'est pas la seule représentation. Il y a d'autres choses aussi qui sont liées avec ça, des interprétations. Oui, c'est aussi le Shiva, c'est aussi l'œuf cosmique, c'est le Oui, pilier qui n'a ni début ni fin. Enfin, c'est pas que ça. oui. Euh, mais bon, Ensuite, il y a aussi ce sujet de caste. Et si on est en France, si on est français, on est intrigué par ce système de caste. Et il y a aussi beaucoup d'influence des Anglais. Donc, je te propose de lire un autre passage. Donc, tu dis sur la page C23, après avoir codifié l'hindouisme, les Anglais firent de même avec la structure sociale indienne dont ils avaient perçu les strates. Quand ils voulurent les caractériser et mettre les gens dans les cases lors des recensements qui débutèrent dès 1871, ils s'arrachèrent les cheveux. Nombreux étaient ceux qui ignoraient leur caste ou dont la caste n'était pas listée ou qui donnaient le nom de leur région à la place ou qui cherchaient à se repositionner pour obtenir certains bénéfices, etc. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, personne n'y comprend grand-chose. Les hindous, pas vraiment mieux que les autres. Et, et à la fin, tu dis aussi, c'est dans un autre passage, mais c'est ainsi que l'Inde est sans doute la plus grande démocratie du monde, composée d'un peuple les moins démocrates. Donc voilà, il y a plusieurs sujets peut-être ici, mais je trouve que c'est assez pertinent tes observations. Et même aujourd'hui, oui, je ne comprends pas la complexité du système des castes en Inde, même si je suis indien. Peut-être aussi par le fait que mes parents ne sont pas vraiment m'ont pas orienté vers ce sujet. Et puisque je ne crois pas vraiment dans le système de caste, mais cela dit, même aujourd'hui, le système de caste, c'est une réalité en Inde. Donc, est-ce que tu pourras nous dire quelque chose sur ce passage? ah, il y a beaucoup d'Indiens auxquels je demande leur caste. Hein. C'est pas quelque chose dont il faut avoir honte ou pas poser la question. Ma génération, donc déjà quarantenaire, il y en a beaucoup qui
me dise, il faut que j'aille demander à ma mère quelle est notre caste. Enfin, partir. Et ça, c'est des Indiens urbains qui n'ont même pas forcément fait des études à l'étranger. Hein. Donc, ça me fait réfléchir à ce que sera la prochaine génération si tout repose sur les parents et qui ne s'est pas répercuté sur les plus jeunes. Il y a encore une réalité du système des castes. Elle n'est pas facile à appréhender parce que c'est pas écrit, c'est pas. Mais en ville encore, quand tu recrutes des gens, tu dois faire attention. Tu dois. Alors moi, je sais pas qui est qui, hein, mais je sais que il y a une hiérarchie entre les gens et que c'est souvent lié à la case. Donc, faut faire attention quand un supérieur vis-à-vis d'un autre employé. Et à la campagne, c'est encore très présent. Ça, c'est une réalité. Et il y a des choses, par exemple, marrantes, qui font sourire, c'est quand des castes inférieures vont dans la rue et protestent et demandent à être reclassés en plus inférieur encore pour profiter de certains quotas. Voilà. Et donc, Oui, il y a des exemples qui sont dans l'inverse aussi. Pour pouvoir bénéficier les quotas, les réservations pour les castes, parfois les gens de haute caste, comme les Marathas par exemple, demandent que leur caste soit reconnue pour qu'ils aient des réservations, ou parfois ils changent aussi. Ça peut s'acheter parfois les certificats de caste, justement ouais, pour bénéficier des avantages. Mm. c'est ça. Il y a beaucoup de brahmanes qui se plaignent parce qu'en fait, bon, étant en haut de l'échelle, ils n'ont pas de quotas, enfin, ils n'ont pas accès aux quotas. Et du coup, ils disent devoir travailler 2 fois plus dur que les autres pour le même poste que certains autres. Alors après, moi, je ne me lancerai pas dans le débat, Oui. mais c'est assez émouvant, c'est assez euh, obscur en tout cas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'endogamie de caste persiste, Mhm. que les parents cherchent encore à marier leurs enfants dans la caste. Euh, C'était lié surtout à la profession. Et comme ça l'a été d'ailleurs beaucoup en Occident, en France, en Angleterre, ce qui change, moi, enfin, ce que je considère différent de ces autres systèmes, et je ne suis pas une spécialiste, hein, mais c'est le degré d'hygiène en fait qui compte dans la caste. Oui. Tu as l'hygiène corporelle et puis tu as surtout l'hygiène alimentaire, où tu considères que quelqu'un qui mange de la viande est normalement impur, par exemple. Ça ne s'applique pas aux brahmanes du Cachemire qui ont le droit de manger de l'agneau ou à ceux du Bengale qui ont le droit de manger du poisson parce qu'en fin de compte, tout est lié à l'environnement. Mais il y a une question de pureté, de ne pas mélanger. On peut pas, tu vas, par exemple, tu as des rallyes politiques, des fois où tu vas avoir un intouchable et un homme politique, et pour faire comprendre qu'il y a une union, ils vont faire semblant de partager un repas, mais celui de la caste supérieure ne mangera pas le repas, en fait. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est assez particulier au système indien. Oui. Et justement, il s'agit de la système du système de caste, mais il y a aussi la disparité sociale qui est liée avec ça. Et comment, quand un étranger vient et vit en Inde, qu'est-ce qui se passe, comment il réagit, comment il vit. Et sous ça, j'ai trouvé une anecdote personnelle que tu as donnée, très marrante. Donc, je propose de lire ce passage. Donc, tu dis, le terme utilisé en anglais marque bien et sans faux semblant le gouffre social qui sépare les Indiens. Le chauffeur de rickshaw appréciera, par exemple, qu'un étranger l'appelle Sir, monsieur. Lui qui n'a normalement droit qu'au bhaiya, grand frère, va à des abus verbaux et s'étonnera quand on lui dise bonjour en s'asseyant à bord de son véhicule. Quand il n'attire pas de mépris, these people, entre guillemets, sont en effet tout simplement invisibles. J'ai réalisé l'ampleur de ce phénomène quand Antoinette est venue me rendre visite à Delhi, qu'elle s'est attendrie sur les mollets du pédaleur de notre cycle rickshaw avant de s'extasier sur les fesses du plombier à califourchon sur la cuvette des toilettes. Ces hommes la plongèrent dans une sorte de fantasme qui, dans l'absolu, aurait pu ne pas en rester un, alors que moi, ayant pris le pli indien, j'avais à peine remarqué leur présence, et encore moins leurs attributs. Les grimaces de dégoût, de dipti et d'incrédulité de Gayatri
riche d'élite auquel je raconterai cette anecdote, on dit plus long que les mots sur le décalage qui existe en termes de considération humaine entre l'Inde et l'Occident. C'est c'est vraiment génial parce que quand j'étais en Inde et j'avais des amis français et qui l'appelaient sœur ou serveur ou des chauffeurs de taxi, auto, je me demandais, mais non, c'est pas correct. Ça va pas? Ouais. Lui, c'est Baya, c'est pas, c'est pas Sir. Et pourtant, et donc ça, c'est vraiment typique, c'est ce degré de respect, en fait, que ta profession commande, hem et souvent absence de respect, et ça, c'est vraiment, choquant. Parce qu'en effet, le chauffeur de rickshaw, enfin moi, quand mes Français viennent, ils appellent tout le monde sir à l'usine, l'ouvrier, le mec qui amène le thé, heu et il y a pas alors il y a une différence sociale, hein. C'est pas comme si en Ouais. France, elles existaient pas et elles sont aussi énormes. Mais, je peux te donner un autre exemple. J'avais emmené mon mari dans chez un grand patron d'industrie, mais tu sais, une des fortunes de France. Tu arrives chez lui, il y a que des 206. Alors, il a des voitures, mais elles sont garées ailleurs. C'est d'une simplicité dingue. Heu et lui, il comprenait pas. Il était là: «Mais si tu es riche, il faut que tu montres, il faut que ça se voit», enfin, tu vois? Ouais. Heu et donc les apparences comptent beaucoup. C'est vrai partout, hein, mais je pense que c'est accentué. Hem, ouais, mais tu aurais vu la tête de mes copines quand je leur parlais, de ce plombier ou de ce chauffeur de ce pédaleur de rickshaw. Ouais. Et j'ai d'autres amis, on traverse un bidonville que je traversais à pied quasiment tous les jours, mais elle, dès qu'on rentre en voiture, elle ferme à clé en passant le bidonville, tu vois? Ouais. Heu, il y a pas vraiment de problème de sécurité dans les bidonvilles en Inde, hein. C'est pas comme si tu allais au Brésil, et encore je dis ça, je ne suis pas allée dans les bidonvilles au Brésil. Mais voilà, ce que ouais, bon bref, Oui. tu vois Mais ce que il y a une phrase qui a retenu mon attention là-bas, dans ce passage, c'est aussi quand tu dis ayant pris le pli indien. Donc, quelque part, tu avoues on est quand même influencé, conditionné par ah bah complètement. le monde où on vit. Donc, moi, j'étais conditionné depuis mon naissance de voir les choses comme je les vis. Mais d'ailleurs, toi aussi, qui as vécu plusieurs années là-bas. Et c'est la même chose pour les gens qui vont à l'étranger, qui vivent. euh, d'une manière consciente ou inconsciemment, on est influencé. Et oui, Bah, il y a le langage déjà. Tu vois, hmm, si tu essayes d'apprendre l'hindi et tu vas t'adresser, si tu rentres dans un rickshaw et que tout le monde dit Baya, tu vas dire Baya, tu vas pas te rendre compte. Moi, je pensais que c'était une marque de respect, Baya, tu vois, enfin, que ça voulait dire grand frère, que c'était positif. Alors, je pense pas que ça soit spécialement négatif, mais c'est quand même bien en dessous du sir, mhm. ou voire même du Sir G, tu vois, avec la marque de respect comme tu l'as dans le Nord. Donc oui, tu es influencé. Après, je me suis pas défaite de ce sentiment que c'est des hommes comme nous, enfin comme moi, des êtres humains, j'entends. Euh, je, euh, ouais, enfin, je saurais pas expliquer. Ils sont pas devenus aussi transparents qu'ils le sont pour les Indiens. Oui, Euh, mais c'est vrai qu'il y a une forme d'influence. J'y fais moins attention, oui. sauf quand ils sont très beaux. Bon, avançons. Maintenant, le sujet de enfance, l'allaitement, que j'ai trouvé aussi bien intéressant. Donc là, tu dis, les mères indiennes allaitent leurs petits très tard. 77% donnaient le sein jusqu'à 2 ans ou moins selon les données du rapport National Family Health Survey de 2006. Et elles les laissent téter à la demande, que ce soit alimentaire ou juste pour consoler le nourrisson. Ni tétine ni doudou ne viennent compenser un sein qui resterait caché. D'ailleurs, les Indiens sucent très peu leurs pouces. Elles offrent parfois le sein de manière excessive, chaque pleur étant interprété comme de la faim. Mais elles ont des circonstances atténuantes. Outre les familles qui ne sont pas si lointaines, les cris des petits sont toujours considérés avec sérieux dans les sociétés où la mortalité infantile est importante, car on redoute qu'ils ne se transforment en convulsions qu'on ne sait pas guérir.
explique Stork, un écrivain que tu cites. Il en résulte que les cris des enfants ne dérangent pas les adultes indiens. Mieux, ils les amusent et les rassurent. Le bruit, c'est la vie. Continuant sur cette lancée alimentation à la demande, les petits continuent d'être nourris à la longueur de journée quand ils passent au solide, parents et grands-parents leur enfourrant dans le bec à la moindre occasion, qui a un bout de chapati, qui a un biscuit, la crainte qu'ils ne mangent pas assez, limite obsessive dans certains cas, ne les quittera jamais. Donc là, j'ai trouvé encore une fois très, très rigolo, intéressant ce passage où on voit clairement une différence de comment un enfant est élevé à l'été en France, en Europe et en Inde. Et d'ailleurs, puisque tu as aussi travaillé dans ce domaine, qu'est-ce que tu en penses de ce sujet? Ouais, avoir un enfant, je pense que c'est ce qui qui m'a fait le plus réfléchir aux différences culturelles. Où est-ce Mm. qu'il va dormir? Est-ce que tu vas allaiter ou pas? Dans quelle langue tu vas lui parler? Comment il va être nourri? Et tu vois comment l'entourage se positionne par rapport à l'enfant. Et donc c'est critique parce qu'en fait la façon dont tu vis la petite enfance en fait conditionne un peu l'adulte que tu vas devenir. Euh, alors après, il y a des raisons environnementales, climatologiques, culturelles qui font qu'en fait, en Europe, en Occident, en France surtout, tu sépares le nouveau-né assez rapidement de la mère. Tu mets une distance, c'est une distance corporelle entre l'enfant et le bébé qui dort dans son lit très rapidement, euh, qui est encore assez peu allaité, même si on reparle de l'allaitement. Euh, alors, heureusement, on parle du pot à pot aujourd'hui, mais tous ces gestes qui sont finalement très naturels entre une mère et un enfant ont jamais été entravés en Inde. Alors qu'en Europe, comme je disais, pour plusieurs raisons, ça a longtemps été le cas. Euh, et puis, il y a cette obsession de la nourriture. Et ça, alors la nourriture, c'est le nerf de la guerre, hein. C'est pas les Indiens seulement, mais c'est très, très présent en Inde et dès la petite enfance, en fait. Quand moi j'allaitais ou que je prenais l'avion, n'importe quoi, si mon bébé pleurait, tout le monde venait me demander de le nourrir, alors qu'il n'avait pas faim. Ça peut être la couche, ça peut être n'importe quoi d'autre. Et j'ai des collègues, leur mère les appelle tous les jours à midi. Est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as mangé? Euh, Moi, on trouve que je suis une mère indigne parce que la question de la nourriture me passionne pas. Je fais confiance à mon fils de manger ce qu'il peut, enfin, je le nourris, hein, c'est pas comme, c'est évidemment très important, mais bon, voilà, ça dépend d'un individu à l'autre, euh, mais c'est comme ça. Oui. Mais justement, puisqu'on parlait de ces différences culturelles entre l'Inde et la France, donc avant de continuer sur la question de mariage et d'autres sujets, j'aimerais bien revenir parce que j'ai tiré quelques comparaisons que tu as fait dans le livre. Et donc, je citerai quelques-unes, tu me diras. Donc, il y a un passage où tu dis la règle de 5. Donc, les Français passent 5 minutes dans la cuisine et 5 heures à table. Les Indiens passent 5 heures dans la cuisine et 5 minutes à table. C'est tellement vrai et rigolo. Une de mes amies allemandes, elle m'a dit, oui, la cuisine indienne, ça demande tellement d'efforts, ça prend des heures. Et quand on commence à le manger, bah, hop, c'est fini, c'est vite, vite fini. Ouais. Et il y a aussi cette différence de culture, c'est vrai, on passe beaucoup moins de temps à table qu'à à cuisiner. Si tu regardes les écrits anciens, en fait, et c'est pas d'ailleurs dénué de sens, te disent que quand tu manges, tu dois te concentrer sur la nourriture, sur l'acte de manger, pas parler, pas en faire un acte social, alors que chez nous, c'est le moment du partage, en fait, où tout le monde se rejoint après le boulot. Le fait aussi qu'on mange tous ensemble. Il y a encore beaucoup de familles où la femme mange après le mari, mange après les enfants. C'est pas forcément, en Inde, hein, c'est pas forcément un moment de rassemblement. Chez mon ex, chacun mangeait de son côté, le père à table, le fils devant la télé et la mère après tout le monde.
Je pense ça doit arriver certainement en Europe, mais je pense que c'est quand même souvent un moment de réunion. Oui. Et puis après, bon, les 5 heures à table, c'est les réunions de famille carrément, mais les déjeuners qui s'éternisent, où tu reprends un verre de vin, tu fais le café, et tu restes finalement, même s'il n'y a plus rien à manger, et puis tu ressors les chocolats. Ouais, Ça n'existe pas ici. c'est vrai. Et le plus, je l'ai appris assez vite, en fait, quand tu vas dans une soirée Mhm. en Inde, alors on va te donner à boire, peut-être des trucs à grignoter. Et à 11h30, ils vont sonner l'heure du repas. C'est un buffet en général. Tu manges debout en 5 minutes et après, tu pars. Tu restes pas, tu vas te coucher. Et alors moi, ça m'avait surpris au début parce que d'abord, j'avais super faim avant. Et ensuite, l'après-manger était pour moi un moment encore d'échange. Mais c'est différent ici. Oui, non, tu as raison. Je dirais la même remarque par rapport au mariage en Inde quand on est invité. Ben, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on y va, on salue les mariés et après on mange et on part. Ouais. Donc, toute cette idée quand il y a la fête et tout ça dans les mariages indiens, c'est dans les films à Bollywood peut-être, mais dans la vraie vie, c'est même quand c'est un mariage, le repas, voilà, ça dure pas. C'est que le repas qui est le plus important parfois. Surtout dans le Euh, sud. oui, Je crois que dans le nord, ils ont pas mal d'autres célébrations. Tu sais, ils font le ouais, Sangeet, des choses comme ça qui sont peut-être un peu plus festifs. Mais de toute façon, ouais, chacun attend le dîner et tous les commentaires du mariage porteront sur la qualité de la nourriture qui a été. exact. Oui. Mais ensuite, tu as aussi parlé quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Donc, tu dis là, de nombreux emplois plutôt féminins en Occident restent traditionnellement masculins en Inde. Les couturiers, les repasseurs de linge, les coiffeurs, les vendeurs de lingerie dans les petites boutiques, les manipédicuristes, les serveurs, etc. Et c'est très marrant parce que moi, j'ai vécu 2 années en Roumanie et quelquefois, j'allais chez le coiffeur. Et la première fois, j'étais tellement étonné de voir que c'était une dame qui allait coiffer. Et voilà, donc c'était très surprenant. En Inde, comme tu sais, on n'est pas habitué, peut-être aujourd'hui, mais pas à l'époque. Et donc tout s'est très bien passé. D'ailleurs, la preuve, depuis, j'ai plus besoin d'aller chez le coiffeur. Mais une autre chose qui m'a toujours interrogé ou intrigué en Inde, c'est que même les vendeurs de lingerie sont les hommes. Mm. Même quand tu vas chez les couturiers pour les femmes aussi, ce sont les hommes. Et là, dans une société où la sexualité, où le contact, la mixité n'est pas promu, encouragé, là, voir ça, c'est presque une aberration, mais qui est acceptée, qui passe, assez facilement, qui est acceptée. C'est vrai. Je pense que c'est une question de choix, en fait. À l'époque, il n'y avait pas le choix. Alors, en général, ils font assez attention quand ils prennent les mesures de ne pas te toucher. Il y en a qui en profitent un peu, mais ceux-là, ils perdent leurs clients en même temps. Tu vois, si l'homme il dérape à chaque fois qu'il fait des mesures, plus personne, aucune femme ira faire ses vêtements chez eux. Euh, alors maintenant, ça change quand même parce que tu peux trouver de la lingerie. Déjà, il y a en ligne et puis il y a tous les grands magasins où tu peux te servir toi-même. Quand je suis arrivée il y a 18 ans, il y avait peut-être 2 malls. Enfin, il y avait un mall à Pune, la lingerie, il fallait aller dans les petites boutiques et c'est toujours des hommes. Euh, et des fois, il y a la femme qui est conseillée. Mais c'est surprenant. C'est vraiment surprenant de voir un homme s'occuper de ça. Ouais. Il y a un autre passage où tu dis, on appelle les cousins frères plutôt que cousins en Inde, le mot Mm. n'existant pas en hindi, car ils sont les enfants de la famille avant d'être ceux d'un couple particulier. Les liens familiaux sont tellement bien déterminés que chaque membre porte un titre. Et je me souviens, même aujourd'hui, en marathi, les noms sont différents qu'en hindi et dans d'autres langues. Donc, chaque langue a ses propres noms dédiés spécifiques aux relations. Et même aujourd'hui, je ne saurais pas dire tous ces noms spécifiques.
Et qu'en France, c'est assez, ou en Europe, c'est assez, tout le monde est cousin. Et c'est, oui, c'est assez Mm. rigolo de voir une telle spécificité. Ouais, il y a le nom pour le frère aîné, le nom de la femme du frère aîné, du côté du père et du côté de la mère. Enfin, chacun a vraiment une place. Et le coup des cousins, Ouais, c'était marrant parce que quand je suis arrivée, tiens, c'est mon frère. Mais attends, mais tu m'as dit que tu avais qu'une sœur. Oui, mais c'est mon cousin. Et mais dans l'esprit, il y a vraiment un esprit de fraternité qui est peut-être plus présent chez nous. Il y a des cousins, on peut être plus ou moins proche de ses cousins, mais ça reste des cousins. C'est pas comme nos frères, quoi. Mais oui, c'est lié ça à la grande famille indienne qui existe moins aujourd'hui, où tout le monde est élevé ensemble. Donc oui, peu importe de qui sont tes parents, c'est vraiment des frères et sœurs. C'est pas que oui. sur le papier. Ensuite, il y a aussi un passage qui parle des mariages. Donc, cette défiance vis-à-vis de l'amour explique que la plupart des Indiens qui partent vivre à l'étranger reviennent chercher femme au pays. En 2014, 86% des expatriés indiens étaient en couple avec une personne de leur pays, en parenthèse, soit 2 fois plus que la moyenne internationale. Tandis qu'à l'autre extrême, 67% des expatriés français qui étaient dans une relation conjugale la partageaient avec une personne non française, selon l'enquête Expat Insider d'Internation. Oui, j'aimerais bien avoir ta réaction. Tu as donné les chiffres, tu as donné une tendance. Pour toi, quelle est la raison principale pourquoi les Indiens, même s'ils sont à l'étranger, veulent se marier avec leur femme de l'Inde ou homme de l'Inde et que pour les Français, c'est le contraire? Quelles sont les différences et raisons pour toi? C'est une bonne question. Pour les Indiens, je pense que il doit y avoir en grande partie la pression familiale, puisque de manière naturelle, c'est la famille qui choisit la personne que tu vas épouser. Donc déjà, a priori, dans ta religion et a priori, dans ta caste, si tu es hindou. Et donc ça, tu vas avoir du mal à le trouver à l'étranger. C'est possible, hein, j'ai vu dans les trucs de matchmaker aux États-Unis qu'ils essayaient, mais euh, et je pense que un Indien qui s'expatrie, ça dépend de la personne, mais le fait pour des raisons financières à la base. S'ils pouvaient faire le même boulot au même prix en Inde, ils resteraient sans doute. Il y en a beaucoup qui reviennent maintenant. Euh, et donc, histoire de garder ouais, d'accomplir ton devoir. Et puis, il y a une certaine facilité quand même dans le couple quand tu es dans la même culture. De la même culture, de la même classe sociale, il y a quand même ça rapproche sur bien des points, tu vois. Et je pense qu'ils se posent pas vraiment la question et c'est écrit comme ça, quoi. Tu épouses qui tes parents choisissent. Et Mais nous, on n'a pas du tout ces barrières en France. On Mhm. a, ouais. On se laisse Et puis, je attirer pense, je sais par pas, l'exotique ou plus facilement les Français. ouais. Je sais pas, nous deux, enfin, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que, eh bien, pas que moi, mais beaucoup quand tu as 20 ans, tout est possible, quoi. Tu te dis pas, je vais aller épouser quelqu'un que mes parents connaissent. Il n'y a pas de limite. Ouais, Et le fait, justement, que ça soit plus facile avec quelqu'un de ta culture ou de ton niveau social, on me l'a jamais dit. Je m'en suis rendu compte après. Alors, je dis pas que les relations multiculturelles sont pas intéressantes, hein, mais ouais. Euh, je connais quelqu'un, une femme, une Française qui est venue étudier en Inde, qui est tombée amoureuse d'un chauffeur de rickshaw. Il a vendu tu vois, alors déjà en Inde, ça serait complètement impensable. Euh, il a vendu son rickshaw parce qu'il ne pouvait pas rester au Rajasthan avec elle et ils se sont enfuis à Calcutta. Enfin, ils sont partis à Calcutta. Puis elle, au bout de 3 mois, elle s'est lassée, elle est rentrée en France. Et lui, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Euh, mais tu vois, tu dis à un Indien, Ouais, je sais pas moi, des fils d'avocats une fille d'avocat qu'elle pourrait éventuellement s'enfuir avec un chauffeur de rickshaw ou un plombier français,
Mhm. Tu vois, c'est pas possible, quoi. C'est pas envisageable. Oui, Alors que et ça revient un peu à l'histoire dont on parlait tout à l'heure, euh, de la façon dont tu peux percevoir les gens avec un degré d'humanité différent. oui. Euh, Ensuite, on parle un petit peu de viol et la différence entre la France et l'Inde. Donc, légalement, un Indien peut très bien se passer du consentement de son épouse. Le viol marital n'est illégal que si elle est mineure, et ce seulement depuis octobre 2017. Et incidemment, en France, ce n'est que depuis 2010 que la loi reconnaît le viol entre époux. Oui, donc quand on est en France, tout ce qu'on entend, pas tous, mais souvent ce qu'on entend de l'Inde, malheureusement, c'est les cas de viol. Euh, et voilà, tu as fait une comparaison que même en France, c'est pas depuis longtemps que le viol entre époux est reconnu. Et Que, c'est que- valable pour la sodomie aussi, hein. Nous, on avait le même code napoléonien qui disait que tout acte contre nature devait être puni. Euh, on n'est pas. Il y a encore beaucoup de progrès à faire en France. Mais là, il y a une semaine, j'ai pris un taxi à Paris. J'avais une chauffeuse de taxi algérienne et qui disait, bah, dis donc, vous avez du courage à vivre en Inde, c'est dangereux là-bas. Et je lui ai demandé pourquoi. Alors, elle avait entendu parler du cas il y a pas longtemps d'une touriste espagnole qui s'est fait violer par plusieurs Indiens avec son mari. Euh, Ça arrive aussi en France, mais ce genre d'incident est surmédiatisé. Je dis pas, c'est grave, hein, c'est pas excusable. oui. Mais finalement, on a peu d'informations sur l'Inde, on connaît peu l'Inde, Mhm. mais des informations de ce type-là prennent le pas sur d'autres, en fait, et donnent une réputation à l'Inde, alors que c'est pas un pays spécialement dangereux pour les femmes. Et j'ai envie de dire, si le problème du viol, pour moi, c'est pas des étrangères, parce que franchement, c'est assez, ça dépend des régions, ça dépend des moments, mais c'est assez, on peut se balader quand même tranquillement en Inde. Le problème, c'est plutôt le viol des femmes, des épouses, des femmes de ménage et dans la famille, des enfants. Oui. Puisque les chiffres donnent un enfant sur deux qui ont été Mhm. victimes d'abus sexuels. Et de fait, quand je demande aux Indiens autour de moi, la plupart, hommes et femmes, ont connu des abus dans l'enfance. Oui. D'ailleurs, en France aussi, il y a beaucoup de cas d'inceste aussi qu'on témoigne, Mm, on mm. entend. Pour continuer cette comparaison, et je pense que là, c'est vraiment c'est le résumé peut-être de ton analyse dans ton livre. Tu dis, la sexualité en Inde est principalement dédiée à la production ou en Occident, l'accomplissement de la vie sexuelle comme impératif. Euh, oui, je pense que c'est assez pertinent et bien dit que qu'il n'existe pas, oui, vraiment, déjà, il n'y a pas beaucoup de mixité entre les hommes et femmes, il n'y a pas l'amitié, ou peut-être maintenant ça se fait de plus en plus, mais je me souviens, quand j'étais à l'école en Inde, c'était séparé, le contact n'était pas facile. Donc voilà, c'est vraiment la rencontre, pour la plupart des Indiens, c'est quand ils se sont mariés, et l'approche dans l'Occident, c'est assez différent. Ouais, c'est complètement différent. Et en Inde, les espaces sont genrés en fait. À la maison, tu as les espaces des femmes, tu as les espaces des hommes. Les femmes vont facilement aller dormir ensemble dans les grandes maisons et peut-être plus en province. C'est pas choquant. Euh, Alors qu'en France, l'idée d'avoir des amis hommes-femmes, c'est pas du tout un souci. Alors après, j'ai une anecdote à ce sujet. J'en parlais avec une amie qui est psychanalyste et qui a vécu en France, mais qui est indienne, et qui me disait en fait que à partir d'un moment, l'indienne, voire l'indien, accepte de ne plus avoir de sexualité, tu vois, genre une cinquantaine d'années, je sais pas l'âge, il y a pas d'âge, mais perd de la libido hormonale, elle a eu ses enfants, elle a plus envie, elle dit stop, Mhm. basta. Alors qu'en fait, en Europe, en Occident, tu as une pression
pour être tout le temps disponible sexuellement. Il faut être belle. Tu vois, aujourd'hui, les mamies de 70 ans, c'est plus ce que c'était il y a 20 ans. Hein. Elles sont pimpantes. Tu vois, il y a un besoin de prolonger la sexualité Oui, comme si tu mourais à partir du moment où tu fais plus l'amour, en fait. Et c'est une forme de pression. Alors, si les gens ont toujours leur, euh, leur libido intact, il y a évidemment aucun mal à prolonger, mais on s'autorise pas une baisse de libido, en fait. C'est vu comme une petite mort. Et le fait de devoir être, tu vois, en France, on dit mal baiser si tu es de mauvaise humeur. Il y a un vrai impératif à être heureux sexuellement. Et beaucoup, enfin, faire beaucoup, d'avoir oui, beaucoup de relations sexuelles. oui, et dans l'accomplissement de la vie sexuelle, en fait, pour moi, c'est pas défini. Parce que Non. comment on peut mesurer quand on est assez ou pas assez, et qu'à partir de ce moment, peut-être que ça va baisser ou augmenter. Quand c'est la reproduction, par exemple, oui, là, on sait que quand tu as des enfants, tu as des enfants. Quand tu n'en as pas, tu n'en as pas. Ouais. Donc, il y a ce côté qui est Non. indéfini et la quête qui est sans fin quelque part, je vois. Mhm. Euh, Ouais. ok. Je- Bah, il faudrait pouvoir, mais on mesure pas. Donc, on mesure la fréquence et la longueur des ébats. Et ça veut rien dire. ouais, Et en Inde, tu mesures pas l'activité sexuelle à la reproduction parce qu'en fait, il y a de plus en plus de recours à la fécondation, la FIV, in vitro. oui. Euh, Dans les- et, et moi, j'ai parlé à des gynécos qui me disaient, moi, mes patients, ils veulent pas être heureux sexuellement, ils veulent des enfants. Donc moi, oui. je leur fais pas une thérapie, je leur fais un bébé. Tu cites ça dans le Alors livre. qu'en France, la loi t'oblige à essayer pendant 2 ans. Ouais, c'est Ouais. différent. Une dernière comparaison et après on va revenir où on a laissé. Donc, en Inde, l'environnement climatique est rude et la pollution étouffante dans les nombreuses grandes villes. Mais au moins, il y a du soleil. C'est bon pour le moral. La corruption est rampante, mais ça arrange souvent de pouvoir payer pour obtenir des avantages. L'absence de liberté de choix est bien réelle, mais elle est compensée par un faible poids de responsabilité et surtout un réel confort affectif. J'ai juste un petit commentaire sur la partie corruption que tu as parlé. Donc c'est vrai que ça peut nous arranger parfois pour faire ce qu'on souhaite faire, mais ça souligne qu'on ait les moyens de faire la corruption, parce que tout le monde n'a pas déjà les moyens, et même s'ils l'ont, cela veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir dépenser où ils devraient, où ils voulaient. Donc ça aussi, ça représente peut-être une partie de la population indienne qui est Mais c'est urbaine. pour ça que ça marche. Oui. Mais c'est pour ça que ça marche, c'est tu as besoin de quelque chose et tu vas avoir l'argent pour l'acheter, en fait. Mais si tout le monde avait l'argent pour l'acheter, ça ne marcherait pas. Donc, en fait, c'est pour ça que la corruption arrange. Oui, évidemment, c'est quand on a les moyens. Et plus tu es riche et plus tu l'utilises, ça, c'est sûr. Mais à chaque échelle, ça peut être vrai, tu vois. Enfin, ça va jusqu'à payer pour que ton passeport arrive à l'heure. Ça peut être à tous les niveaux, en fait. Je te parle pas de payer le flic pour qu'il ne te file pas d'amende, mais ça, c'est le plus courant. Mais euh, Tu veux dire, la corruption s'adapte par rapport à votre capacité de payer. Donc, ça existe partout, dans toutes les échelles économiques, c'est ça? tu vois, quand j'étais dans une de mes autres boîtes qui était américaine, ils avaient pris un procès pour corruption aux États-Unis. Alors, c'était un procès à très haut niveau, hein, et Mhm. beaucoup d'argent. Et ils avaient été reconnus coupables. Et ils avaient dû montrer patte blanche en faisant des formations anticorruption dans l'entreprise. Et ils s'étaient concentrés sur 3 pays en zone rouge, la Russie, la Chine et l'Inde. Mhm.
J'ai trouvé ça fascinant. Tu te prends un procès aux États-Unis pour corruption et tu viens expliquer aux Indiens qu'il ne faut pas faire de la corruption. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est rampante en Inde parce qu'elle est à tous les niveaux. Et qu'il y a un rapport à l'argent qui est Mhm. vraiment différent en Inde. Je ne sais plus si j'en parle dans mon livre, mais une fois, quand mes parents viennent, ils ramènent toujours un petit quelque chose pour ma femme de ménage. Un t-shirt, un parfum, quelque chose. Et Mhm. la dernière fois que mon père est venu, il a dit, et si on lui donnait de l'argent, un pourboire, tu vois. Et ma Mhm. mère a dit, ah non, non, surtout pas, comme si on allait offenser ma femme de ménage. Et en fait, j'ai dit, non, non, Mhm. enfin, si, c'est bien de lui donner, il faut. Mhm. Et c'est d'argent dont elle a besoin. Ça n'empêche pas de lui donner un t-shirt, mais elle préfère l'argent parce qu'elle va le dépenser comme elle l'entend. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la corruption, hein. Ils n'ont pas Mhm. acheté un service à ma femme de ménage, mais on a déjà un rapport différent à l'argent Mhm. euh, et l'utilisation de cet argent. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'Indiens qui pensent normal, s'ils ont de l'argent, de l'utiliser pour aller plus vite, pour avoir un service mieux fait. Ouais. Et ça, c'est ce que nous, on appelle la corruption. Oui. Donc, c'est, voilà, aucun jugement ici, hein, c'est juste une remarque, quoi. On va revenir maintenant à où on avait laissé. On entend beaucoup qu'en Inde, il y a des mariages arrangés, mais depuis quelque temps, au moins on a envie d'entendre qu'il y a aussi des mariages d'amour. Et il y a un Mm. passage que tu as cité, que tu as depuis ton livre, c'est qu'en Inde, on parlera de mariage d'amour. Si les époux se choisissent, pas forcément s'ils sont amoureux. Deux collègues ou amis peuvent se dire, nous nous entendons bien, nous venons du même milieu, marions-nous. Et boum, c'est un mariage d'amour. Parfois qualifié de mariage d'amour arrangé, si les parents sont quand même consultés et donnent leur bénédiction. Cette approche n'est pas très romantique, mais elle est sans doute assez raisonnable, puisque la seule logistique du quotidien est plus facile à gérer que les sentiments par nature instables. Je trouve ces dernières phrases sont assez remarquables parce que tu as su rationaliser quelque part ou essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et je trouve, oui, le mot raisonnable ici, de voir que c'est raisonnable, je trouve c'est bien dit, oui. C'est marrant parce qu'en Occident, on avait des mariages arrangés jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et maintenant, dès qu'on entend le mot, ça nous semble complètement impensable. Mhm. Il y a aussi une petite différence entre le mariage arrangé et le mariage forcé. Alors, je pense qu'il y a une vingtaine d'années, on ne te donnait pas trop le choix d'épouser un tel ou une telle. Maintenant, il y a quand même un peu plus de choix jusqu'à un certain point et suivant les familles, suivant peut-être plus en ville qu'à la campagne, je dirais. Euh, et donc, j'ai essayé de comprendre comment, enfin, de ne pas juger déjà et de se dire qu'il y a un autre système et que ça peut fonctionner. Et je pense ça peut fonctionner. C'est à nouveau, c'est pas géré par les sentiments, c'est la raison. Et ce qui compte en Inde, c'est pas ton épanouissement personnel, c'est celui de la famille. Tu es censé, toi, t'épanouir au sein de la famille. Il faut faire tout ce qu'il faut pour préserver la famille. Donc, épouser quelqu'un, et puis a priori, tes parents, ils choisissent quelqu'un qui te correspond, ou qui correspond à la famille, en tout cas. Euh, je pense qu'il y a aussi ce qui nous horrifie, c'est le fait que en Occident, ça dépend des régions, mais la plupart des gens ont des relations sexuelles avant de se marier, Oui, à juste titre, je pense. Et que l'idée de passer la première nuit avec un inconnu que tu viens d'épouser, c'est quelque chose qui nous semble impensable. Donc je oui, pense que c'est aussi ça qui fait dès que tu parles de mariage arrangé en Occident, euh, c'est tout de suite une attitude de rejet, tu vois. Mais finalement, Tinder, c'est pas si loin que ça, hein. Enfin, tu cherches quand même la bonne personne. Là, c'est tes parents qui t'aident, quoi. C'est du moment qu'ils te laissent le choix. Parce qu'il y a il y a de plus en plus de mariages d'amour, mais quand tu regardes les chiffres, il y a une enquête il n'y a pas si longtemps, les jeunes envisagent quand même le mariage arrangé.
Tu vois, ils ont des relations sexuelles avant le mariage, mais au final, ils se disent ils épouseront quelqu'un qu'on leur choisira. Ouais. Mm. Il y a aussi cette peur du divorce. Il y a la peur de la solitude, en fait, quand ils voient ce qui se passe en Angleterre, aux États-Unis, où les gens divorcent Mm. souvent. Euh, alors, ça mène pas forcément à la solitude. Il y a de plus en plus de familles recomposées, hein. Mais en Inde, si tu fais un mariage d'amour et que ta famille n'est pas d'accord, déjà, tu vas être ostracisé de toute ta famille. Si tu divorces en France, bon ben, tu divorces, mais ta famille ne va pas arrêter de te parler. Donc, c'est quand même différent. Oui, donc il a une peur de responsabilité, il a aussi une peur que si jamais ça marche pas, ben on va te accuser. Tu auras tout perdu, quoi. Tu auras Voilà. perdu ta famille, Oui. tu auras perdu ton mariage, et souvent, le jeu en vaut pas la chandelle, quoi. Ouais. Mhm. Et tu vois, j'ai des amis, des femmes, mais il y en a beaucoup que je connais qui tombent amoureuses d'Indiens mariés. Et avec notre mentalité d'occidentale de je vais épouser un chauffeur de rickshaw, elles pensent qu'ils vont se séparer. Ouais. Et c'est rarement le cas. Parce que eux se laissent pas, ils sont peut-être amoureux, mais ils vont pas se laisser guider aveuglément. Mhm. Euh, Ils vont continuer à aller à des mariages avec leurs femmes, parce que c'est leur couverture sociale. Ouais. Et ils vont pas tout plaquer pour une passion amoureuse. Et ça, Ouais. c'est vraiment une différence de comportement. Il y en a qui vont le faire, hein, c'est pas, mais j'en connais pas beaucoup. Quand on parle de l'Occident et l'Inde, et la France et l'Inde, souvent il y a aussi beaucoup de codes, les salutations ou les choses qu'on dit, il y a des no-dits, les dits, qui sont différents et compliqués à comprendre, surtout pour des Français ou des Occidentaux. Et donc je citerai les deux petits passages et ensuite je te demanderai tes réactions sur ça. Donc le premier, c'est sur le remerciement et merci, désolé. Donc, la claire attribution de rôle à chaque élément de la famille rend toute action effectuée pour remplir sa fonction comme allant de soi. Cela se traduit par ce que l'on pourrait appeler une absence de reconnaissance, de gratitude inhérente au fonctionnement même de ce modèle. On ne dit pas merci en Inde. On envoie au mieux un message de bonne réception du service par un signe de tête ou des paupières. Remercier verbalement, c'est presque une insulte. Une manière de faire remarquer que l'autre personne a dû faire un effort pour vous faire plaisir, alors qu'elle, elle trouve ça normal. La profusion de formules de politesse d'un Européen pour se faire passer le sel à table déstabilise et dérange les Indiens, autant que l'absence de bonnes manières de ces derniers, ni merci, ni s'il vous plaît, surprend les Occidentaux. Et une autre chose que je lirai, c'est dans dans la vraie vie, les Indiens ne se disent pas, ou très peu, je t'aime, ni entre épouses, ni entre enfants et parents. Le lien familial étant indéfectible, quel besoin de l'arroser de mots d'amour? La gestuelle remplace les mots. On se serre dans les bras, on pleure, on prépare un plat préféré. L'Inde étant de toute façon un pays où règnent les no-dits et l'art de lire entre les lignes. S'ils souhaitent exprimer leurs sentiments, ils préféreront, même quand ils ne sont pas anglophones, utiliser la formule anglaise I love you et non la formule hindi मैं तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ. Cela permet de garder une certaine distance. Oui, donc I love you, c'est vrai, on entend beaucoup dans les films et c'est comme ça que les gens osent aussi de dire peut-être, ils prennent l'inspiration de ces films. Mais quand tu disais aussi que les Occidentaux, les Français sont étonnés quand on ne nous remercie pas, on s'excuse pas. Moi, je me souviens quand j'étais en France, une fois j'étais avec les amis, on allait en voiture d'une ville à l'autre et on a croisé un homme depuis, voilà, c'était à la campagne. Il nous a dit bonjour, il a fait un sourire. Et tout de suite, mes amis français ont dit, bah, il était sympa ce monsieur. Et j'ai dit, oui, mais pourquoi? Non, mais il a souri, il a dit bonjour. Donc moi, je trouvais que c'était les attentes pour que quelqu'un soit nommé comme gentil ou pas gentil,
sont assez, oui, sont différents de moi, mais il n'y a pas beaucoup d'attentes quelque part. Oui, c'est pas les mêmes codes. Qu'est-ce que tu en penses? Non, alors, il y a une facilité en Inde à aller parler aux gens. C'est-à-dire que tu vas parler à tout le monde. Il y a pas de barrière, il y a pas de. Mais par exemple, si ça m'est arrivé une fois, je demande mon chemin à Paris. Si je vois, je vais dire bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous sauriez où est le Monoprix, s'il vous plaît? Et en Inde, c'est pas impensable d'arrêter quelqu'un. Tu connectes visuellement, tu vois, tu accroches le regard et tu lui dis, il est où le Monoprix, quoi. Tu vas pas lui dire bonjour, tu vas pas t'excuser de le déranger, et puis tu vas même pas lui dire merci. Enfin, si tu vas lui faire un signe de tête ou un sourire, et c'est normal, ça choque personne. Et si tu vas à Paris, que tu arrêtes quelqu'un et tu dis il est où le Monoprix, ça va pas forcément bien passer, tu vois. Il y a, alors on se dit pas, en ville, tu dis pas bonjour, mais tu sais, il y a quand même des codes de randonneurs. Dès que moi je vais à la campagne, dès qu'on fait une balade, dès qu'on croise quelqu'un, on se dit bonjour, hein. C'est, tu le fais pas en ville, mais tu le fais quand même à l'extérieur des villes. Euh, donc les codes sont différents. Et pour moi, c'est le plus dur en Inde, c'est les non-dits. Oui, mais Euh, ouais. excuse-moi, oui, justement, comment tu t'adaptes, puisque tu as gardé le contact avec la France, ta famille, tu vis en Inde, ce n'est pas évident de faire ce switch, ce changement brusquement, parce que ça dépend du temps à se remettre à nouveau dans l'environnement. Donc, comment tu vis ces changements constants, ces attentes qui ne se disparaissent pas, parce que pour toi, pour eux, c'est toujours Émilie, la française, qui parle encore le français, qui comprend tout. Pourquoi elle réagit d'une manière différente? Comment tu t'adaptes? Et dans l'autre sens? Je pense que les codes comme ça, ils sont vraiment, enfin, je sais pas comment on dit en français, j'ai la honte, ingrained, tu vois. Enfin, tu peux pas les oublier, ces codes. Et dès que je vais voir un Français, ça va revenir. Mais la question s'est posée plutôt avec mon fils. Parce qu'en fait, quand je l'ai élevé, qu'il était petit, je lui disais pas tout le temps, dis merci, dis s'il te plaît. Et ma mère trouvait ça assez déplaisant. Alors maintenant qu'il a 9 ans, j'insiste un peu parce qu'en fait, s'il n'a pas ces codes, il aura du mal en France. Euh, Parce que je trouve que des fois, c'est un petit peu exagéré. Mais je peux pas lui expliquer la nuance, donc je dois lui apprendre. Et puis, en Inde, je me suis adaptée, j'ai vu comment les gens se parlaient, mais moi, j'aime dire merci. Et donc, je dis merci. J'aime sourire. Quand je rentre dans un taxi, je lui dis bonjour. Et quand j'en pars, je lui dis bonne journée. Alors, je pense pas qu'ils le prennent mal. Et il y en a, ça leur fait vraiment plaisir. Euh, donc, il y a certains codes. Euh, alors, une fois, j'étais allée dans le Kerala, dans ma belle famille, et on a fait un petit voyage de 2 jours. Et c'est mon beau-frère qui a conduit. Il Mhm. a bien conduit 8 heures, tu sais. Et donc, quand on est rentré, je lui ai dit, ben, je te remercie d'avoir conduit. Il était hyper surpris parce que c'était son job, hein, c'était sa voiture, c'était lui l'homme, puisqu'il est aîné par rapport à mon mari, tu vois. Ouais. Mais j'ai senti que ça lui faisait quand même plaisir, tu vois. Mhm. Enfin, il l'avait pas pris comme une insulte, mais cette forme de gratitude. Donc, je pense que, enfin, en tout cas, si tu ressens de la gratitude, il n'y a pas de mal à l'exprimer, même si les codes sont différents. Tu vois. De toute façon, quoi que je fasse, Ouais. j'ai l'étiquette d'étrangère, donc c'est excusé d'une certaine manière, sauf si c'est insultant, mais ouais. D'accord. On va ensuite revenir à la sexualité des Indiens. Donc, il y a un autre passage. La recherche de bonheur dans cette vie n'est pas impérative pour les hindous. Cela explique qu'ils puissent s'accommoder de plaisirs limités, y compris en termes sexuels. Ils se méfient des sentiments qui sont fluctuants et auxquels on ne peut se fier, leur préférant la stabilité. Donc ça, on a vu. Traverser l'existence avec le moins de souffrance possible et faire en sorte de progresser dans la suivante leur suffit souvent. Leurs attentes en matière de jouissance sont faibles, car les Indiens se marient par raison et perçoivent la sexualité comme un moyen de reproduction et non comme une activité conjugale nécessaire, même si pas suffisante, au vivre ensemble du couple. Ils se méfient du pouvoir de Kama, de l'amour romantique et des plaisirs sexuels
se déclarant même, depuis quelques centaines d'années, idéologiquement contre le sexe. No sex, please, we are Indians. Pas de sexe, s'il vous plaît, nous sommes Indiens. Clament régulièrement des hommes importants. Oui, qu'est-ce que tu en penses de ce passage? Le sexe, c'est encore un tabou en Inde. Enfin, un tabou plutôt, on n'en parle pas. Et dès qu'on en parle, c'est pour dire des choses négatives dessus. C'est quelque chose dont on se méfie. Il y a une force derrière le sexe dont on a tendance à se méfier. Mhm. Et les hommes politiques qui disent no sex, we're Indians, c'est ceux qui, ils se font attraper à droite à gauche. C'est les mêmes qui ont interdit l'éducation sexuelle à l'école Mhm. sous prétexte que ça donnait des idées. C'est les mêmes qui interdisent régulièrement la pornographie, qui font interdire certains sites. Euh, le Premier ministre actuel, et on saura demain s'il est reconduit, est lui-même officiellement brahmachari, abstinent. Il a abandonné sa femme le lendemain du mariage. Euh, donc il y a cette idée que le sexe, c'est nécessaire, on le fait, mais il n'y a pas de quoi en parler, en fait. Il y a pas de quoi en faire un fromage. Et avoir une vie sexuelle épanouie, c'est pas une priorité. La priorité, c'est que la famille fonctionne, qu'il y a à manger, qu'il y a un toit sur la tête. Euh, Ouais. c'est des considérations un peu plus matérielles que... Enfin, matérielles, elles peuvent être aussi spirituelles, hein, avancer dans la vie suivant ton karma, ton dharma, mais... Euh, plutôt que de te dire, moi, le moi, en fait, l'ego, que tu essayes de satisfaire par des orgasmes d'essence, qu'ils soient sexuels ou pas, et pas une priorité en général. Oui, il y a un autre sujet, disons, tu as parlé de l'abstinence, tu as parlé du Premier ministre. Il y a un autre exemple, c'est de Gandhi, dont tu parles dans le livre, de l'abstinence. Mais ce que je ne connaissais pas sur Gandhi, c'est un autre passage, et c'est ça que je te propose de lire maintenant. Donc, les envahisseurs musulmans ont détruit une partie des temples ornés de sculptures érotiques de Khajuraho vers 1150 et du temple de Soleil à Konark, bâti au XIIIe siècle et partiellement détruit au XVIe siècle. Ces profanations de temples sont avérées et elles auraient été motivées par l'iconoclasme, la foi musulmane ne tolérant pas de représentation anthropomorphique de Dieu ou des raisons politiques, ces édifices étaient des emblèmes de l'autorité de leurs patrons royaux et les détruire permettait de délégitimer les rivaux hindous vaincus et d'anticiper tout soulèvement futur. Ainsi, ce ne sont pas les sculptures érotiques qui étaient visées dans ces actes de dégradation, contrairement aux intentions de Gandhi quand il a voulu, mais pas pu, les ensevelir bien plus tard. De plus, de plus, les destructeurs musulmans ont aussi souvent contribué à la reconstruction des temples. Ben là, je trouve que c'est très, très intriguant. Il y a deux sujets au moins. Donc, premier, c'est que toi, tu dis que l'intention des musulmans, c'était pas vraiment, pas autant peut-être contre les sculptures érotiques, mais c'était leur manière de montrer que c'est leur autorité vis-à-vis des Ouais. autres rois hindous. Et quand il s'agit de Gandhi, c'était vraiment le fait que les sculptures étaient érotiques qui lui dérangeait apparemment. Et moi, je suis intrigué. Comment tu as pu trouver cette référence? Parce que moi, je n'avais jamais entendu ça. Et pourtant, je ne suis pas étonné, mais c'est quelque chose que je ne connaissais pas sur Gandhi. Il faudra que je te retrouve la référence, je l'ai quelque part dans mes notes. Je pense que Gandhi avait une approche assez compliquée de la sexualité, puisqu'il a été actif très jeune. Il avait, je crois, je sais plus, c'était 14 ou 16 ans quand son père est décédé. Il était censé s'en occuper et enfin, il venait de finir son tour de garde. Il était allé retrouver sa femme qui avait 12 ans, qui était déjà enceinte. Et son père est mort à ce moment-là. Et sa femme a perdu le bébé ensuite. Et il a essayé plus tard, il a mis 10 ans à essayer d'être abstinent. Il y a tout un tas
je sais pas si c'est des rumeurs d'ailleurs, elles sont peut-être avérées, où il est avec des jeunes filles pour essayer de tester justement son abstinence, de se mettre en danger. Donc je me souviens plus de la référence, mais ça m'étonnerait pas trop, qu'il est pas enfin souvent les que si tu parles aujourd'hui, d'ailleurs n'oublions pas quand même, il a fait ses études en Angleterre, et quand tu vois des temples avec des représentations de sodomie, de bestialité, il y a plein de gens ici, d'Indiens, qui aimeraient bien qu'ils disparaissent et qu'on arrête de leur en parler, hein. Ouais, Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on connaît les temples de Konark, qui est magnifique, le temple du soleil, Khajuraho, ça, c'est les plus connus. Mais tu te balades n'importe où à la campagne et tu vas trouver des petits temples à droite, à gauche, et tu vas voir ce genre de représentation. Alors, il y a des explications pour ça. C'était qu'il n'y avait pas de livre à l'époque, et les temples étaient là pour t'apprendre à gérer le quotidien. Euh, Osho a une autre interprétation qui rejoint un peu celle-ci. Euh, mais il y en a plein qui n'aiment pas cette idée qui est des représentations sexuelles sur les temples hindous, quoi. oui. J'aimerais bien que tu vois, ça disparaisse. Avant de continuer, j'aimerais bien faire une petite pause où j'aimerais bien citer des passages qui ont beaucoup d'humour, j'ai trouvé, et ce qui est assez vrai de ton écriture. Et j'avoue que même quand je lisais tes articles sur ton blog, c'est ça qui m'avait beaucoup plu. Donc, il y a un passage qui dit quant à Abhijit, qui, après un amour de vacances aux Philippines, avec une Suisse, s'est retrouvé un peu contre son gré, père de famille dans les Alpes, il ne peut s'empêcher d'évoquer avec mélancolie, presque des regrets, les vertus de l'épouse indienne, qui, je le cite, se lève à 5 heures du matin pour préparer le chai de son époux avec le sourire. Il insiste sur ce dernier point avec le sourire. Sa femme ne l'accueille pas non plus le soir avec un verre d'eau et un massage des pieds. Et c'est tellement rigolo parce que souvent en Inde, dans la culture, et tu cites aussi dans le livre, c'est que le mari, c'est le dieu, petit dev. Donc, quand on Mm. entend ça, peut-être on a aussi des attentes qui ont des difficultés pour se disparaître. Donc ça, je trouvais Ouais. très... Il y a encore plein de jeunes des garçons, hein, surtout, qui se lèvent pas pour aller chercher un verre d'eau. Ouais. Leur mère va leur amener le verre d'eau. Alors déjà, il y a le verre d'eau parce que comme il fait quand même souvent chaud, c'est une culture. Dès que tu rentres dans une maison, on t'amène un verre d'eau. Euh, Ceci dit, une fois, j'ai voulu proposer un verre d'eau et un café à l'électricien, et mon ex m'a regardé comme si j'étais tombée sur la tête. Alors que c'est pas complètement débile chez nous, ça se ferait, quoi. Ouais. Euh, et le massage des pieds, enfin le massage, l'homme qui a travaillé toute la journée et qui va se faire masser le soir, c'est une réalité. Alors ça, c'était pas juste de l'humour. Euh, c'est pour se détendre. L'Ayurveda préconise le massage. Euh, Lui, il va pas aller faire un massage des pieds à sa femme, ou très rarement, et c'est pas lui qui va aller lui faire un verre d'eau parce qu'a priori, c'est lui qui a eu une journée difficile à l'extérieur. Euh, voilà. Je sais plus pourquoi. Tu avais une question par rapport à ça ou Non, ça va, c'est... je trouve que c'est Ouais, assez... mais tu vois, avec le sourire, quoi. Oui, En exact, plus. c'est ça. Alors après, il faut se remettre dans le contexte où la femme, son univers à elle, c'est de faire en sorte que son mari et ses enfants soient nourris et bien nourris, Mhm. et contents de rentrer à la maison, dans une maison propre et qui tourne. Tu vois, elles n'ont pas d'autre chose à faire. Mais comme il faut préparer le petit déjeuner, le déjeuner, elles se lèvent très tôt. Oui. Et c'est pour ça que je connais des indiennes veuves qui ont socialement pas tellement le droit de se remarier, mais Mhm. qui, même si elles le pouvaient, n'en auraient pas envie, tu vois, justement, parce que se lever à 5 heures pour faire le chai, ça les fait chier. Oui. Alors, elles le font avec le sourire, mais c'est pas. Bon, alors après, dans la culture indienne, il est bien vu de se lever tôt. Euh, c'est aussi là qu'il fait le moins chaud, donc 5 heures, c'est pas.
Il y en a beaucoup qui se lèvent à des heures comme ça. C'est vrai, on est matinal, souvent. Ouais. Et Et moi, quand je fais une grasse mat, ma belle-mère, enfin, maintenant, elle a l'habitude, mais dépasser 8 heures, pour elle, j'ai loupé ma journée. Alors, je dors moins, surtout depuis que j'ai un enfant, mais la première fois, on revenait, on avait fait, je sais pas, 17 heures de vol, j'ai dormi jusqu'à 11 heures du matin, elle était effondrée. c'est vrai. Il y a un autre passage où tu parles le débarquement à l'improviste. Donc, je lirai ce passage, mais il y a d'autres choses aussi ici. Si dans le monde entier, les relations avec la belle-mère sont souvent source de tension, en Inde, elles peuvent verser dans la toxicité. La belle-mère indienne de Jeanne dort dans le même lit que son fils et sa bru, qui se demande si c'est normal, culturel. Celle de Courtney n'hésite pas à fouiller ses tiroirs. Ce qui est à toi est à moi. Celle de Marina aime bien faire une descente inopinée une fois par semaine et aller directement dans le frigo vérifier s'il y a de la viande. Elle tolère mal les pratiques alimentaires de sa belle-fille brésilienne. Le débarquement à l'improviste est une grande spécialité des parents indiens, sans doute un reliquant de la vie dans les grandes maisons et les grandes familles où les frontières sont quasi inexistantes. Delphine, qui vit au Canada, a failli faire une crise cardiaque quand la porte de son appartement s'est ouverte vers minuit alors que plongée dans le noir, elle et Amon regardaient un film. Donc oui, je n'arrêtais pas de rire quand j'ai lu ce passage. Et je me souviens, j'ai aussi un ami indien qui s'est marié avec une Française, mais quand je lui ai demandé, est-ce que tu envisages de vivre en France? Donc sa réponse était non, et je lui ai demandé pourquoi. Bah, il disait que ça lui manquerait beaucoup de ne pas pouvoir aller chez ses amis sans prévenir et voilà, sonner sur leur porte. Et ça se fait pas en France. Et donc, c'était une des raisons qu'il avait citées. Donc, Non. tu parles aussi. Mm. Tu sais, quand on voyage en France, il y a aussi cette idée de prévoir. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. Mais si tu dis à une amie, ben, on se voit dans 3 semaines, on va dîner au restaurant. Voilà, 3 semaines plus tard, tu vas au restaurant, tu te pointes à l'heure dite. Alors qu'en Inde, déjà, tu vas pas faire un plan 3 semaines à l'avance. Mais ensuite, tu vas vérifier 15 fois, tu vas appeler, et une chance sur deux que ça s'annule. Et pour en revenir au débarquement à l'improviste, alors les exemples que j'ai cités, c'est tous des vrais exemples, hein, c'est pas. Ouais, euh, et c'est l'homme indien est quand même censé vivre chez ses parents, donc où qu'ils soient, les parents, enfin, c'est chez eux aussi. C'est même si c'est, tu vois, c'est normal, c'est chez leur fils, c'est chez eux. Si ouais. le fils habite pas avec eux, donc c'est J'ai, ouais. j'ai un autre exemple, oui. C'était 2006. J'étais à Lille pour mes études et j'étais j'avais fait connaissance d'une famille française. Et la première année, j'étais vraiment étonné parce qu'on était quoi, au mois de peut-être juin, juillet, ou peut-être août. Et déjà là, dans la famille, ils discutaient pour décider qui va cuisiner quel plat pour Noël. Et je me dis, mais est-ce que c'est vrai? Et eux, ils étaient vraiment sérieux pour partager déjà les tâches, les plats, pour qu'il n'y ait pas une confusion. Et oui, ça m'a vraiment, vraiment étonné. Ouais, je m'étonne. Une dernière chose, et après on va reprendre le fil. Donc, la grande famille, c'est aussi un rempart contre la solitude. Or, justement, pour un Indien, être seul, c'est épouvantable. Une torture, une petite mort. Même pour quelques jours. Beaucoup ne passeront quasiment aucune nuit sans autre présence humaine tout au long de leur vie. De là à vivre seul, moins de 1% des Indiens vivaient dans un ménage constitué d'une personne en 2011. Je me souviens, j'ai encore beaucoup d'amis indiens qui appellent quasi tous les jours à leur maman, à leur papa. Et ça, ça moi, je ne l'ai jamais fait, pas autant. Peut-être une fois, même aujourd'hui, j'appelle une fois par mois, semaine, ma mère. Mais ça, c'est vrai, la solitude, on supporte mal. Et personnellement, moi, je l'ai découvert plutôt ici en Europe, en France. Par exemple, voyager seul aussi, c'est impensable en Inde pour les Indiens.
Mm, Et quand j'ai lu des livres de Sylvain Tesson, de l'écrivain peut-être que tu connais, et bien il sûr. parle souvent de ses voyages en solitude, et ça m'avait inspiré. Et après, j'ai fait des voyages. Donc, culturellement, c'était quelque chose de nouveau et inédit pour moi. Donc, je reconnais par rapport à ce que tu dis. Bah, c'est ce que on avait touché du doigt tout à l'heure. C'est une société où le moi ne compte pas. Donc, tu n'es pas confronté à toi-même, tu n'es pas encouragé à être bien avec toi-même, à te connaître. Euh, c'est plutôt toi au service de la famille. Donc, être seul, euh, c'est très dur. Tu vois, à l'hôpital, si tu es malade, tu vas toujours avoir de la famille. Toutes les chambres individuelles ont un lit pour l'accompagnant. Et une fois, j'étais à l'hôpital pendant 5 jours et l'infirmière était très, très désolée que je sois toute seule. Euh, Quand moi, je prends un taxi, si des fois on cause et il me demande encore si ma famille est avec moi, c'est-à-dire mes parents, s'ils sont venus avec moi. Tu vois, l'idée que je puisse aller vivre toute seule ailleurs, ça leur paraît complètement démentiel. Euh, et j'ai un cas de collègue qu'on avait envoyé 6 mois en Afrique du Sud, Mhm. dormir seul, se faire à manger, ça c'est encore une autre histoire, mais manger seul, il a fini en dépression. Mais vraiment. Et le pire pour lui, c'est que quand il est revenu, il supportait plus. Il était quand même en dépression, mais il retrouvait plus sa place dans l'écosystème indien. Donc ça a fait qu'aggraver sa dépression. Ouais. Euh, mais tu vois, par exemple, je vais aller avec des commerciaux rendre visite à un distributeur. Ils vont dormir à 4 dans une chambre avec le distributeur. Ouais. Ou tu vas aller avec une équipe commerciale et puis tout le monde va partager une chambre. Enfin, il y en a, ils vont partager des chambres en fonction des lits, mais alors que nous, on va vouloir être seul le plus possible, pas partager de chambre. C'est vraiment une approche complètement différente. Je pense que il n'y a pas de bien ou pas bien, mais du moment que tu es bien dans tes baskets, c'est ça qui compte. Mais qu'il faudrait peut-être un équilibre entre les deux, tu vois, entre apprendre à être bien avec soi-même tout en étant entouré, peut-être quelque chose comme ça. Ouais. Bon, je sais qu'il fait déjà presque 1h15, C'est là. mais il me reste encore des questions. Est-ce que je peux continuer? Peut-être encore plus une quinzaine ou vingtaine de minutes. C'est OK pour toi? Oui, donc Vas-y, vas-y. merci. Pas de souci. Ouais, Il y a un vas-y. sujet qui est de chantage affectif. Et je pense que là, tu as vraiment pu observer, t'exprimer euh, par rapport à ce qui se vraiment passe dans les relations, dans les familles en Inde. Donc, je cite ce passage. Le chantage affectif est très commun en Inde. Si les parents de Santosh refusent son choix, entre parenthèses, de carrière, d'épouse, etc., ils le menaceront très théâtralement de se suicider et ou de le déshériter. Après les armes et les cris viendra le temps du silence, de l'exclusion, qui peut durer plusieurs années, quand la situation se sera tassée, que les choix de Santosh auront fait leur preuve, que ses parents auront besoin d'argent, entre parenthèses, un mariage pour leur vieux jour. Alors, tout sera oublié. Mais tout le monde saura faire comme si il ne s'était rien passé. Et alors, j'ai tellement d'exemples à donner, mais je connais dans ma famille même, depuis que je suis petit, euh, il y avait des problèmes entre ma maman et sa belle, la femme de son frère. Et depuis des années, elles ne se parlaient pas. Donc, on allait chez eux, eux, ils venaient chez nous, mais là, on n'avait jamais compris pourquoi. Donc, ne pas parler avec quelqu'un, souvent, c'est utilisé comme une arme. Et ça nous impacte. Ça se parle pas comme C'est ça. violent, hein. C'est C'est violent. hyper violent. Mais le pire, c'est elles vont quand même se voir. Tu vois, moi, je connais des familles où il y a des gens qui se parlent pas, mais du coup, ils s'évitent. Alors, à part s'il y a un enterrement ou un mariage où ils sont obligés d'être dans la même pièce, mais ils vont pas aller dans l'autre famille si elles se parlent pas, tu vois. Et du coup, tu exposes cette violence, ce silence aux autres. J'ai une copine, là, bon, ça c'est
pas forcément bien terminé, mais elle a épousé un Indien. Et quand elle allait dîner chez sa belle-mère, au début, sa belle-mère était sympa. Enfin, avant qu'ils se marient, elle était sympa avec elle. Du jour où ils se sont mariés, elle a arrêté de lui parler. Mais donc, Ouais, lui, il allait dîner avec sa femme chez sa mère, et sa mère ne parlait plus à sa femme. C'est d'une violence incroyable. Et donc, je connais beaucoup d'étrangères qui ont épousé des Indiens à qui ça arrive. Sauf que quand ça se tasse et que les choses reprennent un peu leur cours, les hommes indiens arrivent à passer à autre chose et elles ont beaucoup de mal parce qu'il y a une rancœur qui s'est. Elles n'ont oui, pas compris, tu vois, parce que c'est très personnel. C'est qu'est-ce que tu as fait de mal? En fait, tu n'as rien fait de mal. Tu étais juste. T'es né dans le mauvais pays, c'est tout. Mais c'est très violent. oui, Et les hommes, même s'ils arrivent à passer à autre chose, souvent sont extrêmement blessés si leur mère refuse de leur parler. oui. Mais C'est oui, aussi d'une rare violence. c'est vrai. Et je trouve cette phrase que tu as écrite ensuite ou dans le livre qui rejoint ce qu'on est en train de parler. C'est que j'ignorais à l'époque qu'en Inde, on ne résout quasiment rien avec une discussion à cœur ouvert et entre quatre yeux, et qu'il est préférable de maîtriser l'art de fourrer ce qui fâche sous le tapis et d'attendre que les choses aillent mieux d'elles-mêmes. Donc ça, c'est bien résumé. Je pense que oui, souvent les Indiens sont gênés quand on veut parler des choses en face. Euh, Mm. voilà, avec maintenant les réflexes que j'ai acquis ici ou que j'avais peut-être un petit peu avant, c'est toujours pas évident de se dialoguer et d'essayer de réparer les choses ou moins que voilà, que ça soit clair. Donc Ouais, oui, tu vas. Toi, tu as peut-être réussi à dépasser ça, mais la personne avec qui tu veux dialoguer n'a pas les mêmes outils, en fait. Et moi, j'ai été confrontée au tout début parce que quand je me suis mariée, ma belle-sœur est venue me dire, bon, bah, maintenant, tu vas appeler ta belle-mère maman. hmm, J'ai dit, bah non, je vais pas appeler ma belle-mère maman, c'est pas ma mère. Euh, Mais moi, ce qui m'a choquée, c'était. Alors, c'est son rôle, parce qu'elle de faire ça. Mais j'étais là, attends, si ma belle-mère veut que je l'appelle maman, c'est avec elle que je vais en parler. C'est pas avec ma belle-sœur. Et là, on m'a dit, non, tu peux pas aller lui en parler. C'est pas comme ça que ça se passe. Au final, ma belle-mère, qui est au courant de rien du tout, quand elle a su l'histoire, elle a dit, mais si, on peut en parler. On n'en a hmm. jamais parlé, mais. Allô? Et en fait, ça a vachement d'impact parce que j'ai pas pu l'appeler pendant. Tu m'entends? Oui, il avait un moment, je t'entendais pas, mais maintenant ça va. Mhm. Allô? Oui, je t'entends. Tu peux continuer. Pardon. Mhm. Ah, ça a coupé. Oui, donc je disais, ça, le fait de ne pas parler de pas parler de certaines choses peut avoir un vrai impact, en fait. Euh, et pour nous, c'est frustrant parce qu'en France particulièrement, on aime bien, on aime bien. Peut-être pas tout le monde, ça dépend un peu de ta sensibilité, mais quand il y a un problème, en parler et avancer. Et en Inde, il faut apprendre à déjà attendre le bon moment et ensuite espérer que ça se résolve de soi-même, en fait. Oui, et j'apprécie le Mm. mot violence que tu as utilisé pour décrire ça parce que on a peut-être tendance à le prendre à la légèreté en Inde parce qu'on veut tellement ignorer l'autre personne qu'on ne veut même pas parler avec elle. Donc, et on ne Ouais. reconnaît peut-être pas assez la violence qui est derrière. Parlant Bah, de ouais. violence, oui, pardon, on parle beaucoup des viols en Inde, mais bon, je vais peut-être pas parler de ce sujet parce on en parle, mais il y a ce sujet de suicide. Et les chiffres que tu as cités m'ont beaucoup étonné parce que je ne connaissais pas. Donc, je vais juste lire ce petit passage. Donc, comme Ashu, les Indiennes ne sont pas rares à penser d'abord au suicide plutôt qu'au divorce quand leur situation matrimoniale est insupportable. L'Inde n'a ainsi rien à envier aux pays développés quand il s'agit de se donner la mort. Selon une étude de Lancet de 2018, avec 230 000 suicides en 2016, l'Inde représentait 36,6% des suicides féminins dans le monde et 24,3% des suicides masculins pour 18% de la population mondiale.
Le taux de suicide chez les Indiennes est plus de 2 fois supérieur à celui des femmes des pays riches. Il est également plus élevé en ce qui concerne les hommes, mais l'écart est moindre. Dans les pays à revenus élevés, le rapport de suicide homme-femme est 3 à 1. Cela veut dire 3 hommes mettent fin à leur jour pour chaque femme qui se suicide. En Inde, le rapport est 1,5 à 1. Cela veut dire 3 hommes pour 2 femmes se suppriment. Cet écart se réduit encore chez les jeunes adultes. Par ailleurs, en Inde, les hommes se donnent la mort surtout dans leurs vieux jours, tandis qu'il y a un fort taux de suicide féminin dans la tranche 15 à 29 ans. Cela signifie que le mariage ne joue pas le rôle de garde-fou contre le suicide, contrairement à ce qu'on peut observer dans d'autres régions du monde. Donc voilà, ça m'a complètement étonné, ces chiffres, parce qu'on entend en Inde souvent pour les histoires de dot que les femmes sont brûlées ou on les tue, mais qu'il y a aussi des suicides. Pour moi, et avec ces chiffres, c'était nouveau. Oui, tu as des commentaires Le ou suicide sinon? étudiant. Oui, aussi. Mhm. Tu m'entends? Oui, il y a aussi beaucoup. Et ces chiffres sont surprenants. Ce que j'écris, c'est par rapport aux pays en développement. Normalement, il y a moins de suicides dans Oui. les pays en développement que dans les pays développés. Et C'est- c'est pas le cas en Inde. Attends, je change de réseau. Attends, bouge pas. OK. Voilà, ça devrait aller mieux. C'est bon? OK. C'est bon. Oui, donc des forts taux de suicide. Ouais. Oui. Et je te dis, c'est normalement dans les pays en voie de développement économique, on n'observe pas ces tendances. Oui. Il y a un autre Et- sujet et Hmm. juste, on n'est pas loin pour à terminer cet entretien. Il y a ce sujet de divorce. Donc, par ailleurs, un autre passage, par ailleurs, proportionnellement, il y a davantage de mariages dits d'amour que de raisons qui finissent au tribunal. Ce qui se comprend aisément. D'une part, ceux qui sont suffisamment libres dans, dans leur tête pour briser les chaînes de la tradition et épouser quelqu'un de leur choix ne se laisseront pas enfermer dans une union malheureuse. D'une part, ces couples ont rarement le soutien de leur famille, ce qui ajoute quantité d'obstacles à la gestion de leur vie quotidienne. Enfin, dans un mariage d'amour, les attentes sont supérieures vis-à-vis du partenaire, notamment en termes d'affection et d'intimité. Ceci peut mettre une certaine pression sur le couple d'amour indien qui n'a souvent pas la soupape de la famille pour atténuer les tensions via le rôle d'exutoire ou d'entremetteur de ses nombreux membres. J'ai trouvé ça, une explication que tu as donnée assez intéressante quand tu dis que parce elles étaient suffisamment libres pour choisir leur homme ou leur mari, ça s'explique que voilà, elles vont aussi s'exprimer quand les choses ne vont pas bien. Et cela me rappelle que c'est important de voir les chiffres ou les tendances avec attention. Par exemple, on sait très bien dans l'état de Uttar Pradesh en Inde, il y a beaucoup de viols et on entend beaucoup de cas. Mais j'avais lu quelque part que les cas de viol officiels qui sont reportés au Kerala étaient beaucoup plus élevés qu'au Uttar Pradesh, même si la population de Uttar Pradesh est voilà, comme le Brésil. Donc, c'était parce que les femmes au Kerala osaient aller à la police, ce qui n'était Mm, pas toujours le cas au Uttar Pradesh. Donc, oui, sur c'est ce ça. cas de divorce, c'est assez parlant. Ouais. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que le couple, c'est pas seulement la femme, c'est aussi l'homme. Mais quand Oui, tu te dis que tu choisis les sentiments d'abord, c'est pas illogique de te dire que quand les sentiments sont plus là, tu te sépares. Tu vois. Alors ça veut pas dire que c'est automatique. oui, Les Indiens ont une vision de l'amour en Occident très négative,
Il dit souvent qu'un couple sur deux divorce et c'est une vision très négative du divorce. C'est jamais une partie de plaisir, mais on voit bien que la famille est en train de se réinventer, c'est pas parce que tu divorces que ta vie est terminée. Euh, Oui, ouais. Et c'est vrai que, enfin, de toute façon, les chiffres, il faut faire vachement attention parce que ça dépend. Même en France, il y a beaucoup d'abus qui sont pas rapportés à la police. Enfin, c'est. oui. Mm. J'ai un dernier passage pour résumer la sexualité des Indiens que tu, tu as, tu as écrit. Donc, pour conclure, prenons les éléments suivants. Absence d'éducation sexuelle à la maison et à l'école, mariage tardif avec interdiction de consommer avant, jeune sans expérience jusqu'à la nuit de noces, conception traditionnelle du sperme comme une substance précieuse qui ne doit pas être semée à tous les vents, médecine ayurvédique condamnant masturbation et sodomie. Tout ceci fait que les Indiens ont une idée simpliste du sexe. En tout cas, jusqu'à ce qu'ils se mettent au porno, ce qui n'est pas forcément plus mal, soit dit en passant. Malheureusement, l'Inde n'est pas le pays des bisounours non plus. Du coup, mes connaissances ne riment pas seulement avec simplicité, mais parfois aussi avec violence. Donc, à nouveau, ce mot violence, et je pense que c'est bien, bien résumé. Euh, Ouais. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de violences, notamment sexuelles et matrimoniales. Ça, c'est un fait. Mm. Voilà, Malheureusement. on est à la fin. J'ai quelques commentaires et même dernières questions à te poser. Et peut-être Vas-y. un petit peu de critiques aussi, tu me répondras si c'est juste ou pas. Je commence avec les critiques déjà. Moi, je pensais que dans ce livre, quand je l'ai lu, il n'y a pas de souvenir, je pense, que tu n'as pas parlé assez de la mixité homme-femme qui est absente. Par exemple, moi, je cite, depuis que j'étais petit, à l'école, même à l'université, il n'y avait pas un mélange des garçons et des filles. Les garçons étaient à droite, par exemple, dans les cours, où les filles étaient à gauche. Même dans la ville qui est une des villes les plus modernes de l'Inde, Bangalore, on dit le Silicon Valley, si tu prends le transport public, bah, les femmes sont devant et dans les bus et les hommes sont en arrière. Et moi, j'étais choqué quand je suis venu en France de voir que dans la résidence universitaire, bah, c'était mélangé. Il y avait des chambres des étudiants. En Inde, quand j'ai fait mes études, bah, même les hostels étaient séparés. Mm. Donc, est-ce que j'ai tort ou raison? Est-ce que c'est exprès ou c'est un oubli ou qu'est-ce que tu en penses? J'ai mentionné le fait que souvent les environnements soient séparés, que les femmes soient plus à l'aise entre femmes, qu'elles ont tendance à se méfier des hommes, qu'ils restent ensemble. Mhm. Euh, c'est vrai que, ouais, je sais pas si c'est un oubli, j'aurais pu en parler. Tu regardes, je vais souvent à Mumbai puisque c'est là que j'ai vécu le plus souvent. Dans le bus, ils sont souvent mélangés. En Mhm. revanche, il y a un compartiment spécial femmes dans le métro et dans le train Oui, pour les protéger, pour éviter qu'elles soient trop plottées. Euh, et quand tu regardes les jeunes, soit dans l'école maternelle, primaire de mon fils, c'est complètement mélangé. Les sexes sont mélangés. Quand tu regardes, j'ai visité l'IIT de Mumbai, donc Indian Institute of Technology. Les hostels sont encore séparés, mais tu notes quand même une mixité. Tu vois souvent des filles qui se baladent avec les garçons. C'est peut-être moins prononcé qu'à notre époque. Et encore, ça, c'est en ville. À la campagne, je pense qu'il y a toujours. Euh, et il y a encore des écoles pour filles et des écoles pour garçons, mais plus beaucoup quand même, hein. oui. Euh, il y a des églises où les hommes vont de leur côté, les femmes de leur côté. Euh, c'est vrai que j'aurais pu en parler plus. Non, mais c'est intriguant parce que, par exemple, Indian Institute of Science à Bangalore, qui est comme Indian Institute of Technology, une des grandes écoles, on peut dire, en Inde, je me souviens, il y avait des manifestations, les filles qui manifestaient parce qu'il y avait une, euh, une règle que l'université avait prononcée, c'est que les garçons peuvent visiter
les filles pendant la journée, mais pas pendant les heures Mm. de nuit à Mm. l'hostel. Par contre, les filles pouvaient visiter les hommes quand ils veulent. Et à ça, donc, elle n'était pas contente. Et ma tante me le disait, mais attends, je ne comprends pas, qu'est-ce que le gouvernement ou ou l'administration pense? Les choses qu'on peut faire pendant la nuit, on ne peut pas les faire pendant la journée. Donc, C'est ça, ridicule. Ouais, c'est rigolo. ouais, bah c'est. Oh, ça me fait penser à un truc, tu sais, quand je suis arrivée en Inde, quand tu faisais la queue au cinéma, tu avais les queues pour les femmes et les queues pour les hommes. Oui, Ça, il n'y a plus. Enfin, en tout d'accord. cas, pas. Moi, je vois plus ça. Et ils essayaient que si tu étais assis au cinéma, par exemple, moi, s'il y a un homme, mon mari va aller s'asseoir à côté de l'homme et moi, je vais essayer de m'asseoir à côté des femmes. Ça, ils le font encore, mais c'est pas écrit sur ta place. Oui, Quand tu réserves un billet de train et que tu voyages solo, on te demande si tu veux voyager qu'avec des femmes. Tu as encore cette option. Tu sais, genre sur les cabines de 4 ou de 6, ils peuvent essayer de mettre des femmes ensemble, oui. surtout dans les cabines de 2. Euh, Ok. il y a encore une séparation des genres, c'est sûr. Peut-être de moins en moins. Mais il y a quand même ce côté Mhm. d'être à l'aise avec des gens de ton propre sexe. D'accord. Dernièrement, donc bientôt tu vas aussi publier ton livre en anglais. Je Ouais. me demande comment tu te sens parce que là, c'est vraiment, ça donnera l'accès aux Indiens plus facilement de lire de tes réflexions. Donc, quelles réactions tu anticipes? Déjà, quelles sont les réactions venant des lecteurs francophones, français? Comment tu te sens? J'avais un peu peur avec ce livre, même si mon éditrice était très convaincue. Donc au début, je l'ai publié sous mon nom d'épouse. Alors mon nom d'épouse me donne une certaine légitimité parce qu'il est indien, donc ça correspond bien au mixte. Euh, mais avant de sortir un peu de mon anonymat, j'ai attendu d'avoir des premiers retours. Euh, Ce qui comptait pour moi, c'est que ça soit le plus objectif possible et que le ton reste léger, parce que c'est un sujet assez lourd. Euh, les retours que j'ai ont tous été dans ce sens-là. Donc j'ai pris confiance, si je puis dire. Sur la version anglaise, elle est prête. Il y a beaucoup de gens qui me la demandent. Je prends mon temps. Euh, je voulais que quelques Indiens le lisent d'abord, mon mari en particulier, et me donnent un son de cloche. C'est, ouais. Je l'aurais bien publié en Angleterre d'abord, aux États-Unis, avant de le publier en Inde. Euh, on verra après, je peux le publier pour que ceux qui sont intéressés le lisent. C'est pas obligé que ça devienne un best-seller, mais euh, ouais, j'hésite encore. Enfin, elle est prête. Mais Dans ton livre, tu écris aussi qu'il avait des moments, parce que ça a duré 4 ans, n'est-ce pas? pour l'écrire, 6 ans. Ouais. 6 ans, voilà. Mm. Et que c'était pas toujours facile, parce que aussi tu as une famille, tu as un fils, tu as ton travail. euh, et il avait des moments quand tu avais presque baissé les bras, ou il avait des moments difficiles, et une amie à toi t'avait rappelé que c'était presque un devoir social. Donc, Ouais. est-ce que tu l'as senti comme ça? En tout cas, moi, je suis très reconnaissant que tu as fait ce travail parce que non seulement c'est important pour les étrangers pour comprendre comment les Indiens se comportent, comment ça marche, mais aussi pour les Indiens prendre un petit peu de recul et de voir les choses observées par quelqu'un de l'extérieur qui vit avec nous. C'est très précieux, très, très intéressant. Comment tu te Pour moi, positionnes? c'est plus facile en fait de parler d'une culture quand tu as un regard extérieur. Tu vois, je crois que j'aurais été incapable d'écrire ça sur la France, par exemple. Puisque pour toi, c'est normal, tu remets pas en question tout ce que moi, je vais trouver différent et qui va donc me faire réfléchir. Alors, ce livre, je l'ai commencé parce que il y avait deux choses à mon avis qui l'ont initié. D'abord, c'était ma relation avec mon ex qui n'avait pas fini, en fait, euh, et qui, moi, me permettait d'essayer de comprendre plutôt que de lui poser la question, ce que j'ai fini par faire après que le livre ait été terminé. Et puis, une remarque sur mon blog, quand je parlais d'amour et que quelqu'un m'a dit qu'en Inde, on parlait beaucoup d'amour, qu'il n'y avait qu'à voir les films.
et qui a déclenché l'écriture du livre. Alors à l'époque, c'était un commentaire de blog, hein, que je répondais à un commentaire par un post. Après, je me suis mis à interroger des gens, à faire des recherches. J'ai fini par écrire quelque chose qui se tenait en fait sur l'Inde, et puis je me suis dit ça suffit pas. Il faut que je comprenne comment nous en Occident, quelle a été notre position vis-à-vis de la sexualité, de l'amour. Donc j'ai écrit tout un chapitre, enfin pas un chapitre, une partie dessus. Et là, je me suis dit non, ça suffit pas. Il faut que je comprenne la biologie de la sexualité, pourquoi on a des relations sexuelles, à quoi ça sert, pourquoi on en a autant. Et là, je suis partie dans des choses, mesurer la taille du pénis des gorilles. Enfin bon, je suis partie très très loin, mais plutôt dans la biologie. Et c'est ce manuscrit-là, en fait, de 3 parties de 850 pages que j'ai proposé à mon éditrice Wow. et qui m'a dit, ça m'intéresse, mais je prendrai que la partie indienne. Alors je me suis dit à l'époque, c'est mieux que rien. De toute façon, c'est vrai que publier 850 pages, c'était pas faisable. Et du coup, il y a eu un travail de réécriture où j'ai réemprunté de ce que j'avais appris sur la culture occidentale, sur la biologie, la chimie, et qui a donné en fait beaucoup plus de poids au livre tel qu'il est aujourd'hui, sur l'Inde seulement. Et qui m'a permis de beaucoup moins être dans le jugement et de comprendre beaucoup de choses. Voilà. Et puis, je cite quand même beaucoup d'auteurs indiens, notamment un psychanalyste indien, Sudhir Kakar, Piquet, je crois, Pavan. Lui, c'était un diplomate. Donc, je pense qu'il a eu l'occasion d'avoir un regard sur sa propre culture en s'en éloignant. Et des livres qui parlent un peu d'amour et de sexualité. J'en ai notamment 3, je crois, que je cite, qui ont été écrits par des auteurs indiennes. Voilà. Donc c'est toute une aventure. Bravo, bravo et félicitations. C'était vraiment un régal. J'ai beaucoup aimé lire ce livre et je te remercie pour tout ce temps que tu as consacré pour venir parler avec moi. Et Merci. Merci à j'espère, toi. je suis pratiquement sûr que ça va intéresser nos auditeurs, nos lecteurs. Donc, à nouveau, merci beaucoup et à bientôt. Merci Anne. Merci pour tout.